Bien, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter donc mon mémoire d'actuariat soutenu récemment et au CNAM. Et d'ailleurs, tout de suite, je remercie mes deux tuteurs, Maud Vanier-Moreau et Norbert Gautron de Galéa, et mon directeur de mémoire, le professeur Stéphane Loisel, qui dirige la chaire d'actuariat du CNAM et aussi le corps professoral du CNAM. Bon, ces remerciements étant faits, ils sont normaux. Je vais vous présenter tout de suite ce mémoire. Alors, le titre est assez explicite. Donc, quelle allocation d'actifs pour un régime de retraite supplémentaire en extinction? On va voir que le sujet est assez circonscrit, mais après, on peut l'étendre à des sujets plus importants comme les plans d'épargne retraite, qui est quelque chose des fonds de pension à la française, etc. Voilà, donc, je me suis intéressé à une entité que je connais bien, ça s'appelle un IRPS, Institut de retraite professionnelle supplémentaire, les fameux fonds de pension à la française. Et dans le cas d'espèce, en fait, c'est une vieille caisse de retraite, on en reparlera un peu, qui est fermée, qui était de la profession bancaire, et où il y a encore à peu près des gens qui vont à la fois, qui perçoivent leur retraite, et d'autres qui vont encore, quelques années, percevoir une retraite et espèrent la percevoir. Et c'est sur le principe, évidemment, de la capitalisation. Bon. Donc, le sujet en soi, il est assez simple. Ce qui est intéressant, c'est que aussi c'est un système fermé. On verra, comme c'est une caisse qui est fermée, il n'y a plus de personnes qui entrent, il n'y a plus que des personnes qui sortent, les cotisations nouvelles sont infinitésimales, donc vous avez un capital, et en fait ce capital, on va le consommer pour verser des rentes sur plusieurs décennies, ce qui est assez important. Alors le sujet n'est pas très original, il faut le dire. Évidemment, c'est un sujet qui m'importe parce que je m'intéresse à cette caisse, je suis en fonction dans cette institution, hein, en fonction risque actuariat. Mais il se trouve que Norbert Gautron, en 2003, avec messieurs Planchet et Théron, a déjà écrit un article, vous voyez, ça a plus de 20 ans, sur le sujet d'un système de rente fermé et savoir quelle est son allocation d'actifs la plus efficiente pour qu'il puisse verser les rentes jusqu'au dernier ou à la dernière bénéficiaire ou réversataire. Bon. Alors, d'autre part, depuis ces années, il y a pas mal d'articles en France, pas mal de mémoires de l'Institut des actuaires. Et alors, en plus, le système des fonds de pension, c'est anglo-saxon, c'est bien connu, puis il y a aussi dans d'autres pays. Et il se trouve que donc la gestion des fonds de pension, dans leurs deux phases, a fait l'objet de nombreux travaux d'universitaires, de praticiens. Est-ce que vous appelez la phase épargne, économie, hein, épargne, puis après il y a la phase consommation. Bon. Donc, le sujet n'est pas neuf. Il y avait déjà la plupart des questions qu'on se pose ont été plus ou moins résolues. Mais comme toujours, vous savez, faut toujours continuer à chercher. Hein. Bon, les autres ont trouvé des trucs, on se dit, on va peut-être trouver d'autres choses, ou etc. Bon, alors, l'intérêt, c'est que c'est un cas réel. Donc, en fait, je me suis intéressé à un cas bien réel que je connais bien, qui est assez simple. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce cas réel, la modélisation qu'on va faire dessus, eh ben, elle va le servir dans un deuxième temps, pas dans le mémoire, mais plus tard, à s'intéresser au plan d'épargne retraite. Ça, c'est très important. En France, on s'intéresse déjà à la phase épargne, des plans d'épargne d'entreprise, des PERCO, vous savez très bien que les gestions pilotées, mais c'est vrai que la consommation, on laisse ça un peu dans le vide. Bon, je reviens sur le mémoire. Donc, l'élément important, c'était la plus grande simplicité possible, la plus grande compréhensibilité possible, pas faire trop de boîtes noires, et beaucoup d'Excel et des choses simples. Bon, donc, le fonds de pension, son actif, son portefeuille financier, on n'a que deux types d'actifs, ce qui est à peu près la vérité actuellement d'ailleurs. Une poche d'actions, alors nous c'est européenne. Là j'ai pris le CAC 40 Total Return, c'est-à-dire dividende net réinvesti. Donc l'indice qui est bien connu, le CAC 40 s'était créé quand même en 1987, donc on a une quarantaine d'années d'historique. Bon, et c'est bien français. Et d'autre part, le taux obligataire, le taux de l'État, le Tech 7, taux d'échéance constante à 7 ans. Et on verra pourquoi, parce que nous avons choisi, dans cette caisse de retraite, d'avoir des obligations assez courtes. Alors, vous savez très bien qu'en France, l'assurance vie, c'est 8 ans. Les fonds de pension, les FRPS français, alors là, la maturité ou la duration, c'est de l'ordre de 10 ans ou plus. Nous, depuis très longtemps, on a une poche obligataire qui est courte et qui est sans risque, essentiellement des fonds d'État. Bon.
Il y a donc ces deux éléments, c'est les deux facteurs de risque. Alors, il n'y a pas d'immobilier, il n'y a pas de private equity, etc. Et puis, il y a un autre facteur de risque, qui n'est pas un facteur de risque financier, mais qui est un facteur de risque propre pardon, excusez-moi, au fonds de retraite et aussi donc au système de retraite à la française, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, c'est le taux d'inflation. Donc, le taux d'inflation, c'est un taux qui est simple, et on va d'ailleurs le modéliser comme un taux de marché. Excusez-moi, c'est le Covid quasiment. Et donc, on a des produits de marché qui sont sur l'inflation, les OATI, les OAT-EI. Bon. Et l'autre élément, donc là, vous voyez très bien le portefeuille financier, il est très simple. Hein, voilà. L'inflation, on verra, c'est pour la révélation des rentes. Et les rentes, bah, là aussi, c'est assez simple, puisque le canton de l'IRPS connaît les rentes qu'il sert actuellement, il connaît les bénéficiaires, il connaît leur âge, et donc vous savez très bien, il connaît leur probabilité de décès. Bon. Et de même pour les futurs allocataires. On connaît leur âge, etc. Donc on peut projeter, bah, de façon probabiliste et classique, hein, ces flux de rentes futures sur un horizon de plusieurs décennies. Ça, donc, c'est un point important. Cette projection est d'ailleurs faite chaque année de façon extrêmement rigoureuse pour calculer le fonds de service des rentes de l'institution. En fait, il y a deux cantons, mais là, je m'intéresse qu'à un des deux. Et ce fonds de service des rentes est calculé par notre cabinet d'actuaires et il est audité par nos commissaires aux comptes. Donc, c'est quelque chose qui est assez précis. Bon. Quand on va estimer la vie future de ce canton. Donc vous voyez très bien qu'il a une richesse, il a, on dirait, une cagnotte de nos jours, et d'autre part, il a des engagements de servir des rentes jusqu'à extinction des bénéficiaires et des réservataires sur plusieurs décennies. Donc on voit très bien qu'il va consommer ce capital au fil du temps. Mais ce capital, entre-temps, il fructifie un peu. Mais il y a donc une compétition entre le capital qui fructifie un peu, obligataire, action, mais de l'autre côté, ou plutôt systématiquement, chaque année, on prend sur le capital pour verser les rentes, pour servir les rentes. Et troisième, la cerise sur le gâteau, c'est que ces rentes, elles sont évidemment revalorisées. Par simplicité, on les revalorise sur le taux d'inflation. Voilà. Et vous voyez très bien que l'idée que l'on a, c'est que quand on n'est pas du tout en Solva 2, alors on est en Solva 1, en URVS 2, et on fait une simulation que j'appelle ça en comptabilité de caisse. Sur un Excel, c'est très basique. Vous avez votre richesse initiale, vous avez votre rente de l'année 1, votre richesse initiale, elle fructifie. Vous prenez la rente de l'année 1 en fin d'année, etc. Vous faites ça, la même chose l'année 2, jusque dans, on va dire, on s'arrête dans 70 ans à peu près. Et on consomme le capital. Alors, ce qui est intéressant, si on n'arrive pas à tout servir, on va considérer que le canton creuse sa dette et donc va emprunter au taux d'intérêt. Et in fine, ce sont ce qu'on appelle le souscripteur, donc en fait la banque qui employait les heureux retraités, qui mettra au pot. Alors dans la réalité, la banque compenserait chaque année, mais dans 10, 20, 30 ans, alors on ne sait pas si ça se passera. Là, on a préféré faire quelque chose que j'appelle le solde final, c'est-à-dire qu'en comptabilité de caisse, à une date donnée, je vais regarder le solde final, est-il positif ou est-il négatif? Et ça, c'est très classique. Et donc, comme en assurance, on va s'intéresser à la probabilité de ruine. Vous savez très bien, si le solde final est négatif, ben c'est qu'en fait, le canton n'a pas pu servir les rentes jusqu'à la fin. Il n'a pas pu servir les dernières traitées, malheureusement. Bon, ça, c'est le principe. On va en reparler un peu, mais vous voyez, à peu près, c'est assez basique, c'est assez simple, c'est de l'Excel, hein, c'est tout bête. Les variables financières sont modélisées avec les modèles les plus simples possibles, on va y revenir. Donc, il n'y a pas trop de boîtes noires jusqu'à présent. Alors, ce qui est intéressant, c'est le sujet, c'est quelle allocation d'actifs. Actuellement, on a une allocation très, très basique, 30% d'actions européennes, 70% d'obligations. Alors, 30%, c'est un peu beaucoup. Hein. Vous savez très bien que l'assurance vie française, les portefeuilles, alors je ne parle pas des portefeuilles ONUC, mais grosso modo, à cause de Solva 2, les actions, c'est pratiquement toujours 10% du portefeuille. Ça, entre guillemets, c'est la faute à solvabilité 2. Et c'est pour ça d'ailleurs que les FRPS, tous ces éléments de fonds de pension de très long terme, on leur relaxe et Solva 2 n'est pas du tout adapté. Donc c'est pour ça que ça a été créé il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années par l'Europe. Et la France a évidemment pris, non pas le train en marche, mais a transcrit la régulation européenne. Donc, on a une allocation, nous, qui est très stable, 30% fixe jusqu'à la fin des temps. Et on a pris trois hypothèses. Alors, on a repris les mêmes mots, prudent, c'est-à-dire qu'en fait, je décrois
la poids de ma poche action de 0,5% par an jusqu'à zéro. Donc, il faudrait 60 ans. Hein. Bon. Ça, c'est la prudente. Alors, la super prudente, c'est 1% par an. Donc, en 30 ans, on n'aura plus d'actions. Et puis, il y a la dynamique, en revanche. Alors là, on augmente de 0,50 par an jusqu'à avoir 60% d'actions. Et là, on s'arrête. Là, vous voyez, c'est vraiment très dynamique. Bon. On reviendra sur ces allocations, mais ça permet quand même d'avoir une. Bon, c'est un peu proche, je souhaite, les trois types de gestion d'un PE, d'un PERCO ou d'un PERCO. Bon. Et donc, le fameux seuil de ruine, je l'ai mis à 2,50. Vous savez très bien qu'en Solva 2, c'est 1,5% de rente à horizon 1 an. Une ruine tous les 200 ans. C'est la fameuse phrase. Bon. Dans mon cas, 0,50, c'était vraiment tellement restrictif que j'ai pris 2,5%. Alors, 2,5%, c'est une ruine. Excusez-moi. Ça, c'est le live en 40 ans, qui est à peu près d'ailleurs l'horizon raisonnable de vie du fonds de pension. Bon, là, vous aurez les slides, vous les voyez. Simplement, il y a à peu près 1000 personnes. Ce n'est pas beaucoup. L'âge moyen des allocataires est assez élevé, 74 ans. Les futurs allocataires, ils sont à peu près 300. Leur âge moyen est à peu près 62 ans. Les ordres de grandeur, le portefeuille, c'est de l'ordre de 160 millions d'euros. C'est le ni trop ni trop peu. Et nos provisions, vous avez 120, alors 118, j'arrondis, hein, rassurez-vous, 120 millions de FSR, 20 millions de fonds collectifs, ce qui n'est pas beaucoup, une provision pour passer aux excédents de 7 millions et des fonds propres quand même de 14 millions. Les rentes, vous voyez, c'est à peu près 6 millions par an. Et notre ratio de solvabilité, parce que nous sommes quand même largement contrôlés par la CPR, on a un ratio de 280%, qui est tout à fait la moyenne des FRPS français, des IRPS français. Et notre extinction ultime de chez Ultime, c'est 2097, c'est-à-dire on a regardé la personne la plus jeune qui est rentrée en 1997, qui aurait eu 22 ans, elle serait née en 75 et elle aurait donc 122 ans en 97 comme Jeanne Calment. Bon, on verra que 2097, c'est un peu illusoire, il vaut mieux regarder avant. Bon. Et le régime, alors c'est un régime intéressant, c'est ce qu'on appelle un surcomplémentaire ou surcomplémentaire hein, ou supplémentaire ou article 83. À la fois les salariés et l'employeur cotisent, c'est obligatoire, et la pension est d'une simplicité biblique, c'est un peu comme la Banque de France. Hein. On regarde votre dernier salaire moyen, etc. On regarde le nombre d'années pendant lesquelles vous avez travaillé dans la banque. On multiplie ce nombre d'années, ce salaire moyen, et un taux qui est de l'ordre de 0,25%, l'ordre de grandeur. Et aussi, ce qui est important, c'est que les gens qui ont démissionné et qui ne prennent pas leur retraite à la banque ont quand même leur pension. Donc, c'est un système qui est, il n'y a pas les radiés auront leur pension. Ce n'est pas un système où si vous partez, vous perdez tout. Bon. Deux graphiques. Bon, alors où est les rentes? On est bien en phase de quasi-extinction, puisqu'on verse à peu près 6 millions pendant encore les 5-6 ans à venir, et puis après, ça va gentiment s'amortir. Vous voyez très bien que les années, je suis allé là jusqu'à 2072, 2074. Et en 2074, il n'y a plus grand-chose. Hein. Alors 2097, c'est vraiment pour juridiquement dire la dernière personne touchera sa dernière rente à 120 ans, etc., etc. Une petite vérification pour savoir si le canton, en fait, parce que actuellement, bon, on a un ratio de solvabilité, etc., mais vous sentez bien que l'on va revenir. Autant le fonds de service des rentes, c'est bien la projection des rentes futures, plutôt des rentes futures qui sont actuellement en force, ce que l'on doit aux gens. Le fonds collectif, c'est ceux qui n'ont pas encore liquidé leur pension, et on leur dit, bon, a priori, bon, il y aura de l'argent, mais c'est pas encore, comme la pension n'est pas encore liquidée, l'engagement juridique, il n'est pas encore parfait, parfait. Donc, cette notion de fonds collectif qui est classique. Bon. Puis après, on a participation aux provisions aux excédents, donc les bénéfices qui ont été mis en réserve, et les fonds propres. Vous savez très bien que les fonds propres, c'est pour éviter les coups durs, hein, c'est la solvabilité, c'est le coussin, etc. Bon. Alors, ce qu'on peut faire, je ne dis pas s'abuser, non, on fait un exercice simple. C'est le premier exercice simple, c'est comme en physique, on fait l'adossement statique, ou comme dans les marchés, hein, l'adossement statique. Je connais, je peux projeter la totalité des rentes futures, celles des allocataires actuels et celles des futurs allocataires et de leurs réversataires éventuels. Et donc, on positionne ça dans le temps et je regarde si je peux actuellement, avec l'argent que j'ai, c'est-à-dire en liquidant mon portefeuille tout de suite, acheter des obligations à taux fixe et je dirais les adosser flux à flux, année après année. Eh bien, ça marche. C'est-à-dire que j'ai même besoin, alors c'était les cours de mi-2024, hein, je dépense à peu près 115 millions d'euros et il me reste 47 millions d'euros d'excédent, c'est colossal, pour à la fois, bon, quand même payer les frais et aussi
indexer les rentes futures. Parce que ce que vous voyez bien, c'est que là, j'ai les rentes, ce qu'on appelle pied de rente. Je ne fais aucune hypothèse sur les revalorisations futures qui sont évidemment inconnues. Je ne connais pas l'inflation future. Je connais la rente actuelle, ça c'est certain, mais tout le reste, je ne sais pas. Bon. Et je m'aperçois qu'avec ce gras que j'ai, cet excédent, je peux revaloriser les rentes au taux constant de 2,60 par an jusqu'à la fin des temps. Bon, 2,60, c'est pas mal parce que c'est très bien que le taux cible de l'inflation BCE, c'est 2%, et qu'actuellement, l'inflation, je crois qu'elle est à 0,8, elle est autour de... Mais elle a eu quand même deux coups de chaleur, deux années à 5%. Donc l'inflation, on verra, c'est aussi une variable de marché qui est un peu nerveuse parfois et difficile à prévoir. Bon, on peut faire mieux, puisque l'indexation est sur l'inflation, et on a des OATI, des OATI, et on peut construire un portefeuille d'OATI IEI qui nous permettent de servir les rentes à terme, indexées sur l'inflation réalisée entre aujourd'hui et la date où la rente sera servie. C'est ce que j'appelle l'adossement parfait. C'est donc un vrai run-off. On pourrait faire ça. Et notre régime n'a pas besoin de subvention. Bon, c'est pas mal. La question, sinon il n'y aura pas de mémoire, entre guillemets, c'est une gestion active. C'est-à-dire qu'on a 30% d'actions, on peut tout adosser, mais si on continue à gérer avec un peu d'actions, c'est très bien que les actions, c'est ce qu'on appelle le moteur de performance. On ne va pas en parler ici, mais c'est la chose la plus connue. La seule façon de maintenir son pouvoir d'achat, mais il y a des risques évidemment, c'est de mettre un peu d'actions dans son portefeuille. Ça, vous le savez tous. Bon. Et on va regarder ce qui se passe. Bon, je vous ai déjà évoqué rapidement, modélisation la plus simple possible. Deux classes d'actifs, les actions, les obligations. Bon. Après, j'ai pris le modèle normal pour les actions, le Black and Scholes le plus classique. Alors en plus, ça tombe bien, puisque avec les dividendes nets réinvestis, je n'ai pas de dividendes. Donc c'est très bien que Black Scholes, au début, il n'y avait pas de taux de dividendes. Donc là, le modèle, il est le plus simple possible. Après, grâce à M. Loisel, j'ai regardé le modèle de Hardy. On a un petit peu regardé un modèle un peu plus. Alors on a pu faire aussi Eston, les vols de vol, etc. Vous savez, les modèles un peu plus élaborés sur les actions. Mais ça, c'est un sujet en soi. Alors, ce qui est important, c'est je mélange dans la valorisation de mon portefeuille deux choses. Les actions, ça bouge beaucoup, il faut toujours les valoriser en valeur de marché. Avec Solva 2, vous connaissez bien la musique, on valorise toujours en market value. Bon. Par contre, les obligations, ça bouge un peu moins, quand même un peu. Et j'ai choisi quelque chose, je les valorise en valeur faciale. Pourquoi? Parce que je les gère, je les garde jusqu'à maturité, L to maturity. Et en fait, je gère en ORIA. J'ai 7 lignes de montants égaux de 1 an jusqu'à 7 ans. Alors en fait, peut-être j'en ai 7 ou 8, non, j'en ai 7. Et vous savez que si je fais la moyenne de ça, j'obtiendrai 4. C'est le fameux N plus 1 divisé par 2, redivisé par N. Donc j'ai un portefeuille de maturité moyenne de 4 ans, ce qui est notre vérité actuelle, uniquement constitué d'obligations à 7 ans que j'achète à l'émission et que je garde jusqu'à leur remboursement. Et à T0, je m'amuse à faire une flûte de pan. J'ai un à 1 an, un paquet à 1 an, un paquet à 2 ans, un paquet à 3 ans, un paquet à 7 ans, la flûte de pan. Bon. Et je simule, comme je dis, mon ALM de Canton, c'est-à-dire en fait ce que j'ai, ce que je dépense, ce que je touche, les coupons, et la valorisation de mon portefeuille. Chaque fin d'année, je regarde qu'est-ce que vaut ma poche action. Vous voyez, c'est très simple. Je suis en euros courants. Ça aussi, c'est très important. Parce qu'en fait, en finance, si vous réfléchissez bien, tous les produits structurés de finance, on vous parle d'euros courants. On vous dit, on vous remboursera votre produit structuré dans 10 ans, ce que vous avez mis, plus le payoff, etc. Il n'y a qu'en économie ou en retraite qu'on s'intéresse au pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'euro constant. Et là, c'est un peu plus compliqué. Donc, je serai en euros courants. Bon. Le pas de calcul est annuel, pourquoi? Parce que on n'est pas des traders, hein. On ne regarde pas tous les jours, tous les soirs la position. Le annuel, c'est la comptabilité, c'est la solvabilité, c'est aussi la performance des marchés. Quand vous lisez la presse économique, on parle toujours de la performance du FTSE, du CAC 40, du Standard & Poor's, c'est année après année, et année civile, je dirais, hein. Bon. Alors, il se passe plein de choses entre-temps, mais l'année, c'est encore la mesure, le pas de mesure qui est le plus important. Bon. Donc voilà, et ça permet comme ça sur un petit Excel de faire une centaine de lignes, parce qu'on va s'amuser à faire beaucoup de simulations, il ne faut pas que l'Excel soit trop long. Bon. Et je suis, alors là aussi, hein, Solva 2, Solva 1, tout ça, je suis en probabilité historique. Pas de probabilité risque neutre, pas de choses planantes. On est très basique, vous voyez, c'est un peu paysan, hein. Bon. Mais c'est assez robuste. Voilà. Alors, la première chose, bon, en France, on n'aime pas trop, les Américains adorent. Et la VAR historique adore aussi. Bon. On a la tentation de dire on va rejouer le vrai passé.
Donc une VAR histo, c'est quoi? Sur les positions de l'instant, on rejoue les 253 jours de bourse de l'année d'avant. Et on regarde qu'est-ce qui se passe dans la valeur du portefeuille. Bon, ça c'est pour les banques, qui connaissent la VAR depuis maintenant 30 ans, facile. Le monde assurantiel s'y est mis, je dirais, ou a copié méchamment. Et donc, on peut essayer de faire des simulations avec les valeurs historiques. Alors, les praticiens américains, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas universitaires, aux États-Unis, vous avez des conseillers en gestion de fonds de pension en mode lorsque vous êtes retraité. Ils vous disent investissez dans ci, investissez dans ça. Bon, ça peut être un peu dangereux, parce qu'en Angleterre, il y a eu les mis-selling, mais bon, c'est une profession et ils ont une association et un journal. Et il y avait un article qui n'était pas stupide, parce que sur leur indice boursier, ils ont à peu près presque 100 ans. Le Dow Jones, il est très vieux. Le Standard Poor's, il a à peu près 70 ans d'historique. Ils n'ont pas eu trop de crise, etc. Donc, en fait, on rejoue le passé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai le passé des taux, j'ai le passé de l'OAT, j'ai le passé de l'inflation. Et en fait, j'ai mis devant moi les 40 années du passé, alors dans l'ordre chronologique, hein, et je les ai mis bout à bout pour avoir à peu près 80 ans, 100 ans de vie. Et j'ai fait une quarantaine de simulations en commençant la première 1987, 1988, 1989 devant moi. Après, j'ai fait 88, 89. Après, je fais 80, 90. En fait, j'ai une quarantaine, mais elles sont chevauchantes. Et j'ai quand même des éléments, j'ai des valeurs, et on s'aperçoit que on va avoir évidemment des cas de ruine ou pas. Et c'est ça la question. En fait, on n'a aucun cas de ruine quand on fait des simulations historiques, qu'on soit stable, prudent ou dynamique. Donc on se dit, c'est fabuleux. Si je rejoue le passé, ce fonds de pension, ce canton, il peut résister à tout parce qu'en fait, il n'y aura jamais aucune ruine. Il sera toujours positif en 2097. Bon. Alors, l'avantage aussi des simulations historiques, puisqu'elles servent quand même dans la varisto des banques, hein, c'est qu'on respecte la chronologie. Alors, les gens qui, entre guillemets, pensent que quand un marché a fortement baissé, l'année suivante, il va rebondir un peu ou beaucoup, sont très attachés à ce respect de la chronologie. Quand vous faites des Monte-Carlo, on va y arriver tout de suite, bah, chaque année est indépendante de l'autre. Et vous savez très bien qu'il y a eu des théories très sérieuses, Gare, Charpentier, etc., où on essaye de lier à la fois de l'aléatoire, mais en disant il y a quand même un peu de mémoire. Bon, ça c'est un sujet en soi, on ne l'aborde pas ici. Alors c'est pour ça qu'on rentre tout de suite dans le Monte-Carlo. Monte-Carlo, vous connaissez tous, c'est fabuleux. Pourquoi? Parce que avec les ordinateurs, on fait 10 000, 100 000, 1 million de simulations, on fait tout ce qu'on veut. Et puis on sait quand même que ça permet de voir un peu les cas extrêmes. C'est-à-dire que les simulations historiques, mes 40 petites années derrière moi, c'est modeste. Même aux États-Unis, j'ai 70 ans, je mets la crise de 29, j'ai un siècle. J'aurai toujours en fait ce fait que j'aurai un nombre trop réduit d'occurrences. Et comme je dis toujours en riant, un record, c'est fait pour être battu. C'est-à-dire que même la crise de 29, même 2008, même tout ça, un jour ou l'autre, il risquera d'avoir une crise un peu plus violente. Et ça, il n'y a que le Monte-Carlo qui nous permet d'aller jusqu'au bout des choses. Bon. Donc, les Monte-Carlo classiques. Et ce que j'ai fait, j'ai utilisé par contre les paramètres historiques des actions, des taux et de l'inflation pour nourrir mon Monte-Carlo moyenne et écart type. C'est classique. J'ai aussi, dès lors que je fais un Monte-Carlo, une distribution de mes soldes finaux. Vous voyez très bien, j'ai mon payoff final pour parler marché et j'ai un très beau cône de distribution de valeurs qui sont distribuées plus ou moins symétriquement autour de la partie statique. Donc, c'est du grand classique. Bon. Et j'ai plein de données, donc, puisque mon solde final, je peux calculer sa moyenne, positif ou négatif. Je veux calculer sa moyenne uniquement en cas de ruine, c'est l'expected shortfall que vous connaissez bien. Je peux aussi connaître la durée de vie moyenne du canton avant ruine, on peut appeler le temps de rupture ou le temps d'arrêt. Donc j'ai plein de données, et sur ces données, j'ai leurs moyennes et leurs écarts types. Donc voilà. Donc voilà ce que qu'on a. Alors je vais quand même vous montrer rapidement, ça ne se fait pas. Bon, ça c'est des trajectoires, mais c'est des trajectoires comme des Carlo, vous avez bien l'habitude, hein. Là, c'est pareil, hein, c'est du classique. Donc, vous voyez, rien ne va en dessous de zéro là, sur cela, parce que j'en ai pris 10 au hasard. Hein, mais quand vous en avez 1000, 10 000 ou 100 000, ça, ce sont des histogrammes. Pareil, c'est assez log normal. Je reviendrai sur les échelles, donc je remonte. Donc, le Monte Carlo, alors, ce qui est important aussi en finance de marché, c'est les données. Hein. On nourrit un modèle avec de bonnes données. Alors, on espère bonnes. Hein, donc, c'est très bien, on les nettoie. Alors, le CAC 40 Total Return, c'est le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Pour faire rapide, sur les 40 dernières années,
eh bien, ça rend à peu près du 10%. Je dis bien à peu près. Alors, vous avez tous en tête, vous direz, oh, la bourse française, c'est plutôt 6-7%. Oui, mais vous regardez les échos d'aujourd'hui, le taux moyen de dividende actuellement, c'est 3% per annum. Aux États-Unis, c'est à peu près pareil, etc. Donc, en tête, un indice boursier diversifié, on va dire, allez, c'est 7% per annum. Le taux de dividende, c'est à peu près 3. Ce n'est pas négligeable. Ne pas traiter les dividendes par le mépris. Et vous avez la volatilité. Alors, on est en Europe, on est en France. La bourse est assez peu profonde, donc la volatilité, c'est de l'ordre de grandeur de 20%. Et puis, pareil, vous avez le max et le minimum sur une quarantaine d'années. Donc, la bourse, c'est quand même les montagnes russes. Hein. Plus 54, moins 40. Ça, c'est des données basiques de chez Basique du CAC 40. Bon. Si on prend le Standard Poor's, eh ben, c'est mieux, d'être méchant. C'est à la fois le rendement est meilleur et la volatilité est plus basse. Donc, il a bon sur les deux tableaux. Bon, si vous prenez la MSCI World, c'est pas mal aussi. Ben, simplement, c'est la théorie du portefeuille. Plus votre portefeuille est profond, ben, moins c'est risqué. Bon. En France, on est encore très attaché à l'Europe. Donc, on est très Eurostock 50. On fait un peu d'international quand même. Le taux d'intérêt. Alors là, vous voyez, tout de suite, on tombe. Hein. Les taux d'intérêt sur les 40 dernières années, à peu près 88-2003, le Tech 7, le taux long, on va dire, hein, c'est de l'ordre de 3,5%, 3,75 si on est rigoureux. La volatilité, ce qui est important, exprimé en taux, c'est la même chose que le taux. C'est de l'ordre de grandeur. La bourse, c'est le double. Alors, à la bourse, je reviens. Ça, ce sont des taux arithmétiques. J'ai calculé, rassurez-vous, la rentabilité logarithmique. Là. Sauf que chaque fois dans les journaux, on ne vous parlera jamais de la rentabilité logarithmique du CAC 40 sur l'année dernière. On vous parle toujours, le CAC 40 a pris tant de pourcents. Et malheureusement, on vous dira le CAC 40, vous avez entendu, nu, sans les dividendes. Bon, je ferme cette parenthèse. Là, je suis avec les dividendes. Bon, les taux, pas grand-chose à dire. Alors, pareil, hein, quand même, les extrêmes, hein, des taux négatifs, 0,37. Bon. Et puis, il y a très longtemps, quand l'inflation était élevée, pas à 10%, parce qu'elle n'était pas à 10%, des taux à 10. Bon, maintenant, ça remonte un peu plus, mais on est entre les deux, méchamment. L'inflation. L'inflation en France, en moyenne, un petit 2 sur les petites 40 dernières années. La volatilité plus basse, parce que l'inflation, etc., ce n'est pas vraiment une variable de marché, c'est compliqué. Bon, je vous ai mis à l'hyper-droite les taux OCDE, parce que l'avantage des taux OCDE, dans leurs archives, vous avez 50 ans de taux qui sont à peu près homogènes. Bon, c'est la même chose. Donc, vous voyez à peu près les paramètres de marché qu'on a mis là-dedans. Donc, on considère le taux d'inflation, entre guillemets, comme un taux de marché. Bon. Les simulations historiques, premier résultat, parce que j'étais assez à cran, ça m'intéressait. Il se trouve que voilà les chiffres que j'ai trouvés il y a presque un an ou 2 ans. Alors là, quand j'ai vu ces chiffres, je me dis, je me suis trompé, parce que c'est des montants colossaux. Actuellement, le portefeuille, il fait 160 millions d'euros en 2024. Hein. Bon. Et voilà les chiffres que j'obtenais en 2097. J'étais autour du milliard. Prudent, 1 milliard d'euros, stable, 2 milliards, dynamique, 3,7 milliards. Alors, vous voyez aussi les écarts types à côté, etc. Et il s'est trouvé, je me suis dit, ah, mais ouch, ce sont des euros de 2097 que j'ai là. Et si on s'amuse à déflater avec le taux IOPA, hein, à 3,20 sur 40 ans, eh bien, votre déflateur, c'est 10. C'est-à-dire qu'un euro de 2097 vaut 10 cents d'aujourd'hui, l'ordre de grandeur. Donc, ces gros chiffres, on les divise par 10. Ça reste encore d'assez beaux chiffres. Parce que, cruellement, la stratégie prudente, c'est-à-dire en réduisant notre par action, on a quand même une cagnotte de l'ordre d'une petite centaine de millions en 2097. Donc, on est vraiment certain que le dernier ou la dernière réversataire aura quelque chose, avec cette fameuse probabilité de ruine à 2,50. Stable et dynamique, vous voyez très bien qu'on double à peu près à chaque fois le solde final moyen, et la vol, eh ben, elle double aussi à peu près. Bon, je vous donne le max et le min, simplement parce qu'il y a une quarantaine de trajectoires. Et surtout, on ne voit strictement aucune faillite, aucun cas de ruine sur ces simulations historiques. Alors on peut se dire, ah ben dans ces cas-là, soyons dynamiques, puisqu'il n'y a aucune ruine possible. Bon, on va voir que c'était la mauvaise réponse, entre guillemets, méfiez-vous des simulations historiques. C'est intéressant, malheureusement, pour les gens non initiés, parce qu'on leur dit, je refais le passé, ça s'est passé comme ça, etc. Par contre, c'est trop réduit. Et donc, on a une vision complètement réduite, on a un tout petite lucarne. Il faut faire très attention. Hein. Donc, après les avoir faites, je dirais méchamment, oubliez-les. Autre chose qui était intéressante quand même, avant de rentrer dans la Monte Carlo et leurs aléas, hein, pareil statique. Vous voyez très bien que dans cette caisse de retraite, et comme tout système de pension d'ailleurs, le sujet, c'est les revalorisations. Ça, c'est le point important. Parce que les revalorisations, ce sont des effets cliqués.
la revalorisation, quand elle est acquise, après, la rente ne diminue pas. C'est un cliquet, hein, c'est un ratchet, comme on dit en anglais. Donc, j'ai fait une petite matrice simple, truc très statique. Les revalorisations de 0 à 5%, alors c'est constant par année, hein, c'est régime constant. Et de même, le rendement financier de mon portefeuille, j'ai pris un portefeuille basique, homogène, hein, je ne m'amuse pas à le rebalancer, ça va de 0 à 5%. Alors, première chose, sur la première diagonale, le rendement du portefeuille est égal à la revalorisation. Et vous voyez que le solde final en 97, où là je suis en plus castable à 30% d'actions, donc mon portefeuille est complètement basique, eh bien je suis quasiment équilibré. Alors on me dira, oui monsieur, ça augmente vers la fin à 5%, 5%, on est à moins 70 millions d'euros, divisé par 10, moins 7 millions d'euros. Bon. Alors là on verra que, en effet, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait les revalorisations, eh bien, je veux dire, il y a un effet de capitalisation, que quand bien même on soit un peu équilibré, c'est par ça qu'on creuse légèrement le déficit. Bon, c'est pas très important. Ce qui est plus intéressant, c'est la matrice, évidemment. C'est que vous voyez, évidemment, si vous avez un rendement financier à zéro et que vous amusez à faire des revalorisations, je dirais, généreuses, bah, vous creusez votre solde final de façon certaine. Ça, on s'en doutait. Bon. Et vous voyez que selon le rendement financier, c'est ça qui est intéressant, qui est drôle, plus le rendement financier est élevé, plus le trou est fort. Ben, bien sûr, parce que grosso modo, on capitalise un déficit. Et le déficit fait des petits, mais dans le mauvais sens. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est non linéaire. Parce que si je me mets par exemple par révalorisation 5% et rendement financier 5%, je m'aperçois que la compétition entre les deux, finalement, comme mon portefeuille, bah, il a des fruits, hein, il rend. Donc, vous voyez très bien que la relation entre les deux, elle n'est pas aussi simple que l'on veut, et donc il faut faire les calculs. Hein. Tant qu'on n'a pas fait les calculs, on ne peut rien savoir. Mais là, ça vous donne quand même une vision des choses sous forme de matrice, c'est assez intéressant. Bon, pas non plus y passer le réveillon, mais ça vous donne les éléments entre la notion quelque chose qui est monotone, rendement financier donné, la revalo augmente, vous creusez le déficit de façon monotone. En revanche, à revalo donné, vous augmentez le rendement financier, vous avez un creux, vous avez une courbe en U. Ce qui est plus important, on y arrive, c'est le Monte Carlo. Bon, alors là, le Monte Carlo, en fait, c'est l'alpha et l'oméga de la finance de marché ou de la finance assurantielle maintenant. Donc voilà les éléments. Alors je suis toujours en 2097 en euros courants, donc de gros montants, de gros chiffres. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez les soldes finaux dans les quatre stratégies, vous divisez par 10 de tête. Vous voyez leur écart type, c'est assez intéressant, puisque quand on est super prudent, l'écart type, c'est la moitié de la moyenne, par les cruments. Et quand on est en dynamique, l'écart type, c'est un peu plus que la moyenne. Alors, si vous vous souvenez d'une vague gaussienne, hein, dans votre tête, vous voyez là, le truc. Bon. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est ma variable de contrôle. Parce que ma variable de contrôle, c'est la probabilité de ruine. Je l'ai mise à 2,50, une ruine tous les 40 ans en moyenne. Et on s'aperçoit que les quatre stratégies sont en dessous de ce seuil. Et que d'autre part, il n'y a pas une discrimination forte. C'est vraiment infinitésimal, hein, passer de 1,56 à 1,61 à 1,72, de 11. Surtout que vous allez rire, l'écart type sur ce de ruine, il est de l'ordre de 0,40. Donc la significativité, alors certes, je n'ai pas la chronologie, mais l'ordre de grandeur est respecté, mais ce n'est pas à trois chiffres, pas la virgule. Il faut prendre ça avec un peu de sel, comme disent les Anglais. Alors j'ai fait les ratios écart type sur sol, vous l'avez fait peut-être évidemment, et puis j'ai fait aussi l'expected shortfall. Donc le déficit moyen uniquement en cas de ruine. Alors d'ailleurs, petite étoile, vous avez vu, parce qu'en effet, là, c'est plus monotone, parce que la volatilité est telle, l'écart type fait que, dans ma stratégie stable, ben, je suis moins pire que ma stratégie prudente. Bon, c'est tout peu. Et puis aussi, alors aussi, c'est la probabilité là inconditionnelle, le déficit moyen-moyen, c'est-à-dire que pour la banque qui va faire éventuellement les fins de mois, on lui dit, mais vous savez, vous risquez même pas 1 million d'euros dans 70 ans, c'est-à-dire 137 cœurs, 140 cœurs. Je pense que pour eux, c'est négligeable, mais ça peut les rassurer. Bon, voilà un peu les choses. Donc, c'est Monte Carlo, vous sentez bien que c'est le centre du travail. Hein. Bon, on voit les choses, etc. On vérifie. Alors, on s'est un peu vérifié aussi avec des choses statiques, rassurez-vous. Les choses historiques, c'est un petit peu, on s'aperçoit que les moyennes sont à peu près les mêmes. Hein. D'ailleurs, vous voyez, 600 millions versus 941 millions, donc j'étais moins prudent. Et le dynamique, 3 milliards 666, je suis à 2 milliards 300. Donc là aussi, vous voyez, mes simulations historiques, finalement, elles étaient optimistes dans tous les sens du terme. Les moyennes sont optimistes, les écarts types sur 40 trajectoires qui sont en plus complètement
raccordant, vous voyez ce que je veux dire, hein, je prends toujours les mêmes choses. Et ça, c'est ça qui est très mauvais dans les simulations historiques, c'est qu'en fait, quand on fait quelque chose de running, de courant, il faut se méfier, on n'a pas 1000 ou 10 000 tirages indépendants, on a simplement une espèce de ver de terre, hein. Rassurez-vous, ça faut faire très attention. C'est de la fausse précision. Donc, le Monte Carlo, c'est ce qui va nous servir maintenant à regarder les études en sensibilité. Alors, les quelques remarques avant d'arriver un peu dans les choses. Alors, les simulations historiques, on oublie. Monte Carlo, c'est ce qu'il faut faire. Ah oui, point important, les corrélations. Alors ça, c'est un sujet très intéressant. J'ai bon, les corrélations entre les rendements du CAC et les taux, 0,10. Alors, vous savez, on peut faire la corrélation, on trouve toujours une corrélation, hein. C'est quelque chose. Bon. Entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation, 0,23. Alors là, on vous ressort le taux réel. Il y a comme une corrélation entre les taux d'intérêt et les taux d'inflation. C'est un peu vrai. Alors, corrélation, je ne sais pas, il y a une certaine familiarité ou coïncidence ou coexistence, mais méfions-nous. Et j'ai mis 0. Et je suis très heureux parce que j'ai découvert en lisant un peu les documents de l'Institut des actuaires que ACPR, leur conférence ACPRIA du 19 janvier 2023, eh ben on dit finalement, ben, corrélation entre taux et actions, ce serait mieux qu'on mette 0. Alors je parle bien là des SCR. Alors les SCR, faites attention, ce sont des VAR. Mais quand vous avez une corrélation qui est soit 0, soit 0,25, selon que ça monte ou ça baisse, je vais être un peu dur, une corrélation, ça doit marcher quand c'est positif-négatif. Une corrélation qui bouge quand c'est positif, et surtout dans les marchés, on vous dira que la corrèle, ça bouge avec le temps. Donc tout ce qui est produit de corrélation, c'est excessivement dangereux. Donc méfions-nous des corrélations et les mettre à zéro, au moins on ne se fait aucune illusion et c'est pas si bête. Bon, dernière chose, c'est un régime de rente. Bon, je suis dans un institut actuaire, la mortalité c'est important. Donc j'ai regardé le risque de mortalité, mais je ne l'ai pas regardé comme un risque entre guillemets de marché, c'est évident, vous le savez bien. Et je l'ai regardé dans des cas statiques. Parce qu'en fait, le risque ici de longévité, ah oui, notre risque, c'est la longévité. Les gens meurent moins vite que prévu, parce qu'en fait, on est des banquiers. Donc, a priori, on a une vie relativement calme. Bon. Et en fait, même en choquant, bon, c'est le choc de Solva 2. J'étais sympa, j'ai pu ne choquer que de 10% des coefficients. J'augmente en moyenne les rentes de 3%, etc. 5% même en prenant l'amélioration de la durée de vie. Le choc de longévité à 10%, est assez faible sur le régime. Et ça, Planchet et Théron, dans leur livre, ils ont fait un livre en 2007 sur un équilibre d'un fonds de rente, a été publié chez Economica, donc achetez-le d'occasion, parce que je trouve plus de neuf. Ils ont dit aussi que finalement, le risque de longévité, ce n'est pas un risque majeur. Le risque majeur d'un fonds de pension, ce sont les risques de marché. En fait, ce sont les risques de placement. Et c'est ça qui est vital. Bon. Les petits histogrammes, vous les avez déjà vus. Rapidement, c'est 1018 trajectoires. Je faisais 10 fois 1000 trajectoires, ça faisait 10 000. Une fois, j'ai même fait 100 000 trajectoires pour voir la précision, etc. Et vous voyez que ça se répartit. Alors malheureusement, l'échelle est petite. Le cas du haut, c'est le stable, revariation stable, stable, pardon, 30%, et je reviens sur l'inflation. Le premier à l'hyper-gauche, une cinquantaine d'occurrences sur 1000. Le solde moyen est compris entre moins 200 millions et plus 200 millions. Alors, on peut dire qu'il est autour de zéro et vous divisez par 10. Donc, il y a 50 cas sur 1000, 5%, où ça se termine mal. Donc 5% divisé par 2, ça fait vrai de 50. Ça aussi. Hein. Bon. Le cas du bas, c'est la dynamique. Et là, vous avez à peu près d'ailleurs la même figure de l'histogramme, sauf que le premier bâton à l'hyper-gauche, il y a 200 occurrences, et le solde final, il est compris entre moins 270 millions d'euros et plus 571 millions d'euros. Donc vous voyez que alors j'aurais pu faire des plus fins, bon là c'est un peu grossier, mais vous voyez que les occurrences négatives sont assez faibles puisqu'elles sont comprises entre moins 569 et moins 269, excusez-moi, et plus 571. Bon, quelques trajectoires prises au hasard, aucune ne passe sous zéro. Et ce qui est important aussi, on va regarder quand même 3 secondes la chose, c'est que là, au bout de 30 ans, en fait, les jeux sont faits. Et après 30 ans, en fait, le solde résiduel ne fait que se capitaliser. C'est ça que, regardant les trajectoires, on va s'apercevoir, il ne faut pas aller trop loin dans les simulations. Mais simplement, c'est quand on est allé trop loin qu'on s'aperçoit qu'on ne s'est pas trompé, mais qu'on aurait pu s'arrêter avant. Il faut toujours aller jusqu'au bout de sa question, de son questionnement. Ça, c'est un super prudent. Donc, vous voyez, les montants, c'est 1 milliard, c'est 1000 millions d'euros. Je n'ai pas dit, ça fait quand même 100. Hein. Je suis parti à 160, j'aurais théoriquement 100 au maximum dans 70 ans, ou au pire, j'aurai une centaine de millions divisé par 10, une dizaine de millions. Celui-ci, c'est le dynamique. Alors là, faites attention à l'échelle.
L'échelle, on arrive à 6 milliards et demi. Chiffre complètement fou. 650 millions. C'est encore beaucoup, beaucoup. Et en bas, vous avez des chiffres qui sont autour de 100 à 150 millions d'euros de 2097. Bon. Et vous voyez très bien, c'est bien ça, c'est que ça commence à diverger très fortement au bout d'une quarantaine d'années. Ça devient un peu fou. C'est juste, mais c'est fou. Bon. Alors, rapidement, donner plus que l'inflation retraitée. Ça, c'est un sujet un peu douloureux. Alors, j'ai fait comme l'assurance vie. En fait, je prends le max entre l'inflation et 50% de la performance lissée sur les 8 dernières années. Et je donne 50% de cette performance financière au mieux ou l'inflation. Et là, on s'aperçoit qu'il commence à avoir des probabilités de ruine. Et dans les 4 stratégies, alors, a fortiori dans la dynamique, ça devient méchant, 6,26. Mais même dans la super prudente, j'excède mon seuil de 2,50. Donc, ça veut dire que quand on commence à revaloriser le best-of de l'inflation et d'une performance financière qui n'est pas si moche que ça, et que c'est cliqueté, les retraités ont leur rente, eh bien, le régime est un peu plus en risque, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que le sujet des revalorisations, c'est un sujet assez important. Il ne faut pas revaloriser trop vite ou trop fort, parce que les actuels seront servis, les futurs risquent de ne pas être servis. Et ça, c'est un sujet très important. Alors, dans un PER, c'est la personne physique, c'est son problème à elle ou ses héritiers. Quand c'est un système qui est mutualisé, c'est beaucoup plus gravissime. Bon, là, vous avez les chiffres. Autre chiffre, j'ai déjà donné, j'ai un peu défloré le sujet, c'est qu'il ne faut pas aller jusqu'en 2097. C'est stupide. Juridiquement, c'est bon, mais financièrement, économiquement ou actuariellement, c'est pas très malin. Bon, il faut s'arrêter en fait à 2077, c'est ni tôt ni trop peu. J'ai fait 2060, c'est un peu trop proche de nous. L'idéal, c'est 2077, c'est dans 50 ans, pratiquement. Hein. Bon, 50 ans, je ne vais pas voir venir, hein. Compte tenu de mon âge, je ne verrai certainement pas. Et vous voyez très bien que finalement, les probas de ruine, d'une part, sont assez peu sensibles à l'échéance finale, c'est-à-dire là, on regarde ce final. Par contre, les soldes, ils y sont fortement. Et on s'aperçoit simplement, c'est la capitalisation du solde final moyen. C'est simplement qu'à la fin, ça ne sert à rien. Le compteur tourne dans le vide. Bon. J'ai regardé avec la stratégie dynamique, c'est pareil. Alors, si sur le solde final, ça se sent un peu, sur les probabilités, ça ne se sent pas. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est que quand vous êtes dynamique, bah, vous êtes un peu joueur, mais parfois vous gagnez. Alors, vous ne perdez pas tout le temps, mais c'est vrai que être dynamique, ça peut être intéressant. Alors, à titre perso, oui, certainement. À titre collectif, peut-être pas, ou je dirais même certainement pas. Alors, des études de stabilité, ça c'est important. C'est ce que je dis au début. Il faut que les données de marché soient les plus réalistes possibles. Et on va s'apercevoir que les actions, par exemple, c'est la deuxième ligne, si mes actions sont très, 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 très peu performantes, rendement 5, volatilité 10, ça en fait c'est plus du high yield. Et bien, vous apercevez que là c'est très prudent. Et alors le fonds, il ne gagne pas beaucoup d'argent parce que là, je suis en 2097, mon solde final 475, mon écart type est faible, ma probabilité de ruine est très faible. Donc, quand j'ai des actions très peu nerveuses, ah ben, c'est hyper prudent. Finalement, c'est pas mal, mais vous savez très bien que les actions très peu nerveuses, ça n'existe pas, ou les indices très peu nerveux, ça n'existe pas. Ce qui est plus probable, malheureusement, c'est des actions pas très rentables et un peu nerveuses. Ça peut arriver. C'est le cas, 5% de rendement moyen et 20% de volatilité. Alors là, vous voyez tout de suite, ça ne va pas du tout. La proba de ruine, elle explose. Donc, la volatilité, c'est mauvais. Alors, le cas important, c'est une volatilité, pareil, double ou quadruple pardon, du rendement. 10% de rendement, c'est le rendement actuel du CAC 40, TR, etc. 40% de vol. Bon, c'est un peu élevé. Ça, c'est une crise pendant 70 ans. La même chose. C'est vraiment très, très mauvais. Donc, la volatilité n'est pas l'ami des fonds de pension. Vous le voyez bien. Alors, le stable, j'ai doublé. Alors, quand vous doublez le rendement et la vol, là, c'est un peu sud-américain, la probabilité de ruine est élevée, les montants sont assez colossalissimes. C'était juste pour voir la sensibilité. Donc, vous voyez, cette matrice, c'est important parce qu'on voit la sensibilité. Le point important aussi, c'est que je me suis limité aux cas stables. Parce que j'ai fait évidemment tous les cas possibles dans le mémoire qui est publié, vous pourrez la voir. Bon, là, on ne va pas mélanger tous les slides, déjà, leur avance. Bon. Les taux d'intérêt, parce que les actions, j'étais sur 30% du portefeuille. Ça, c'est important. 30% du portefeuille seulement. Et si la volatilité est élevée, ça peut faire assez mal. Les obligations, 70% du portefeuille. C'est beaucoup plus gros, mais c'est beaucoup moins violent. Mais vous apercevez que le cas mauvais, entre guillemets, le mauvais cas, c'est si votre taux d'intérêt est bas, très bas, 1,9%, avec une vol pareille basse. J'ai divisé par deux. C'est-à-dire que votre poche obligataire rend très peu.
l'autre façon de le dire, c'est que là, c'est une poche obligataire qui est pratiquement au niveau de l'inflation. Donc, si votre poche obligataire fait tout juste l'inflation, ce n'est pas génial. Donc, vous apercevez, proba de ruine, 12%. Bon, pareil. Et enfin, quand même, inflation. Ça, c'est quand même un sujet important. Que sera l'inflation dans les décennies à venir? Ça, bien malin qui connaît la réponse. Et la même chose, vous voyez que quand je double les paramètres d'inflation, 3,6 en moyenne et 2,3, bon, sur quand même 70 ans, hein, faut y aller fort, eh bien, un quart des cas, on est en 8, ce qui n'est pas très acceptable pour ce régime de retraite. Donc, vous avez vu que les trois facteurs de risque, l'inflation, elle porte sur la totalité du passif, sur toutes les rentes. Le taux, c'est sur 70% du portefeuille, les actions, c'est sur 30%. Mais chacun, selon son poids, il faut toujours avoir le poids et la masse, plutôt le poids et l'assiette. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. J'ai un petit effet sur une grosse assiette ou j'ai un gros effet sur une petite assiette. Il faut que je fasse la multiplication. Tant que je n'ai pas fait, je ne sais rien. Bon. Le poids de la poche action, alors là aussi, après je vais m'arrêter rapidement. Le 30% semble être une borne supérieure prudente. Parce que, évidemment, le 10%, c'est actuellement notre assurance vie française, c'est la plupart des fonds de pension français officiels. C'est pas loin de Markowitz, c'est en annexe. Bon, on peut aller plus loin, mais alors au-delà de 30, 50, 70, là, non. Même un PER à 50% d'actions, là, c'est déjà un peu nerveux. Mais il fallait aller jusqu'au bout. Et vous voyez qu'en plus, mettre beaucoup d'actions en plus, bah, ça rapporte pas fantastiquement. Par contre, ça vous rapporte du risque en plus. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Il faut aussi, comme je dis toujours, avoir une poche, parce qu'en fait, ce qui se passe, ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que cette poche action, c'est le problème, c'est le principe du CPI. Quand les actions sont pas chères, eh bien, on achète des actions. Quand les actions sont très chères en valeur de marché, je vends une partie de mes actions pour respecter le pourcentage que je me suis donné. Quand c'est un pourcentage à 30%, comme il faut que je sois à chaque fin d'année 30% en valeur de marché de mes actions, c'est la valeur du portefeuille, c'est-à-dire que mon portefeuille a 30% de sa valeur en actions, mesure en actions en valeur de marché. Si les actions ont explosé à la hausse, eh bien, je prends une partie de mes gains pour me remettre à 30%. Si malheureusement les actions ont chuté, je fais comme dans un CPPI, je liquide un peu d'obligations pour acheter des actions. Alors, évidemment, c'est un acte de foi, mais le Monte Carlo vous montre que ça marche. Et c'est ça qui est très important. C'est j'achète bas, je vends haut, contrairement à la plupart des épargnants français qui font strictement l'inverse. Bon, on est près de la fin, rassurez-vous. Si on était moins riche, eh ben on s'aperçoit que c'est pareil, on a actuellement 162 millions. Si on n'avait que 150 millions, proba de ruine, 4,5%, ce qui commence à être proche du seuil haut de 5%, une fois tous les 20 ans. Et si on était vraiment plus pauvre, à 125 millions d'euros, eh ben là, on s'apercevrait que ce serait mauvais. Enfin, juste une remarque liminaire, si j'avais visé l'équilibre parfait, ben vous vous doutez qu'il y a une chance sur deux que je sois en haut, une chance sur deux que je sois en bas. C'est-à-dire, si je vise le zéro dans 70 ans et que j'ai un joli cône, il y a à peu près la moitié des cas qui seront au-dessus de mon zéro et l'autre moitié des cas qui seront en dessous. Donc, quand on vise à zéro, quand on est à moins zéro en solde final, on a une proba de ruine autour de 50%. On retrouve bien ce qu'on avait vu sur les petits dessins. Bon, on a pratiquement terminé. Non, encore 2 minutes. J'ai utilisé le modèle de Hardy. Il y a Étienne Rénal qui, chez Galéa, m'a aidé, j'ai pu me vérifier que je m'étais recalé avec lui, donc mon petit Excel était juste par rapport à son Python, donc je l'en remercie fortement ici. Et le modèle de Hardy, c'est intéressant, c'est un modèle à deux régimes, et ce qui se passe, c'est qu'il est légèrement plus prudent, heureusement, il est plus conservatif que le Black Scholes. Alors, il est un peu difficile à paramétrer et équilibrer ça, c'est un modèle intéressant, mais il est complexe, il y a quand même 6 paramètres hein, pour un indice boursier au lieu des 2 de Black Scholes. Et donc, vous voyez les chiffres, je suis légèrement plus conservatif, comme Hardy l'avait mis dans son papier de 2001. Donc ça, c'est important. C'est assez technique, c'est intéressant, j'en suis assez satisfait. Bon, les constats, ben, c'est déjà dit. Les choses, pas d'historique, du Monte Carlo, et finalement, stable, c'est pas mal. Voilà, je vais lire vos questions s'il y en a. Alors, ah, alors, alors rassurez-vous, les données, on obtient en euros courants, on peut, alors je ne dis pas s'amuser, on peut se forcer, soit vous les déflattez avec le taux d'intérêt, le fameux 3,20, soit vous les déflattez avec les réalisations de votre inflation que vous avez faites. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez revenir absolument. Je n'ai pas voulu, dans le mémoire et même ici,
mélanger les choses, mais vous avez, en effet, vous aurez vos chiffres, mais en deuxième donnée. Vous voyez ce que je veux dire? Les simulations sont en euros courants, et ces résultats, vous les transformerez en euros constants. Et d'ailleurs, si vous regardez la notice des PEPP de l'IOPA, les Pan-European Pension Plans, il y a tout un travail entre euros constants, euros courants. Bon. Euh, ah oui, la question à voix haute. Donc là, bon, la décision s'est faite. Bon, là, c'est gentil. Oui, donc l'astérisque, c'était, rassurez-vous, et le replay sera disponible. Oui. Donc l'astérisque, c'est simplement que ce n'était pas monotone croissant ou décroissant. C'était juste ce point pour que les gens disent, tiens, il y a une erreur. Et moi aussi, j'ai eu le même souci. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et ça montre qu'il y a quand même. Alors aussi, quand vous avez des données, regardez l'écart type des données. Hein, parce que ma moyenne, quel est mon écart type? Quel est le nuage de points? Et c'est pour ça qu'aussi des représentations graphiques sont très, très importantes. Il faut toujours regarder les trajectoires, etc. C'est en regardant des petits dessins qu'on comprend mieux. Parce que c'est travailler avec les simulations numériques, quand on donne un tableau de chiffres, c'est très difficile à lire. Donc, voilà. Bon, je vous remercie de votre attention et je pense que l'heure est largement passée. Merci.